Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire OSAE qui est consacré à l'intégration durable de la lutte biologique en arboriculture. Donc aujourd'hui, ce thème va être illustré par deux interventions. euh, Par Annabelle Richard, donc ma collègue à Solagro, qui est chargée de projet agroécologie et biodiversité, avec une expertise en biodiversité sur les auxiliaires, et une intervention de Michel Lévesque, qui est producteur et transformateur de châtaignes à Valbonne, et qui permettra d'illustrer cette notion de lutte biologique en arboriculture avec la lutte contre le cynips en production de châtaignes. Avant de commencer, je vais vous présenter quelques règles de bonne pratique pour assurer le bon déroulé du webinaire. Donc, tous les micros sont coupés, mais on vous invite à poser toutes vos questions et à faire part de vos remarques avec l'onglet Q&R qui est disponible sur la barre en haut là sur Teams, ou via les trois petits points autres si vous ne voyez pas l'onglet Q&R. Et puis, si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous en faire part directement dans la conversation. Donc, ce webinaire est organisé par Solagro, qui a une quarantaine d'années d'expertise au service des transitions énergétiques, climatiques, agricoles et alimentaires. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire d'une soixantaine de personnes aujourd'hui. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos travaux et les suivre, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter trimestrielle Transistor. Et aujourd'hui, ce webinaire vous est proposé dans le cadre du projet OSAE. Donc OSAE pour Oser l'agroécologie, qui est un projet qui a aujourd'hui une dizaine d'années et qui vise à promouvoir, à diffuser les savoirs et savoir-faire d'agricultrices et agriculteurs autour de l'agroécologie. Donc sur notre plateforme là qu'on a pu illustrer sur cette diapo, vous pouvez retrouver une soixantaine de témoignages d'agriculteurs et agricultrices dans toute la France pour un système de production agroécologique varié. Des témoignages également sous la forme de vidéos et une diversité de ressources et synthèses techniques. Donc aujourd'hui, le webinaire qu'on vous propose s'inscrit dans ce projet OSAE. C'est le dernier de la série Biodiversité 2025-2026, pardon, avec un focus sur l'intégration durable de la lutte biologique en système arboricole avec châtaigneraie. Donc, on va avoir une première présentation des principes de lutte biologique par Annabelle Richard, qui va également parler des défis pour introduire la lutte biologique de façon durable. Et puis ensuite, on aura l'intervention de Michel Lévesque, que je remercie de participer à ce webinaire, qui nous présentera son système de production châtaigne et puis sa ferme à Valbonne dans les Cévennes, qui nous présentera également son expérience de la lutte biologique contre les cynips des châtaignes et puis les défis qui s'opèrent aujourd'hui par rapport au changement climatique et puis les stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Et suite à ces deux interventions, eh bien, nous aurons un temps de questions-réponses pour justement prendre en compte les questions que vous aurez pu poser par écrit. Eh ben, je vous remercie et je laisse la parole à Annabelle. Merci Sixtine. Donc oui, je vais introduire cette notion de lutte biologique, notamment parce qu'elle intègre quatre types de lutte. La lutte biologique par acclimatation. Et en fait, c'est l'introduction durable d'un organisme auxiliaire exotique dans un milieu afin qu'il s'installe définitivement et régule naturellement le ravageur. Donc l'objectif, c'est que l'installation soit durable et pérennes, comme par exemple le Torimus contre le Cynips, dont on parlera à la suite. La lutte biologique par inondation, donc c'est des lâchers massifs et ponctuels d'auxiliaires pour réduire rapidement une population de ravageurs sans forcément que les auxiliaires s'installent durablement. Donc c'est souvent peu durable et c'est au coup par coup, comme le lâcher de trichogramme contre la pierre du maïs.
Il y a aussi la lutte biologique par inoculation, donc c'est l'introduction d'un tout petit nombre d'auxiliaires pour leur permettre de se multiplier progressivement et de contrôler le ravageur sur une période un peu plus longue. Et enfin, il y a la lutte biologique par conservation, et là, c'est vraiment aménager, gérer le milieu pour favoriser les auxiliaires déjà présents naturellement, c'est-à-dire mettre des haies, des bandes fleuries, et tas de pierres, pierriers, tas de bois. Et là, j'aurai un exemple que je vous présenterai qui est le verger circulaire. Pourquoi miser sur la lutte biologique? C'est une vraie question. En fait, des travaux scientifiques documentent et de façon répétée depuis les années 1990 que les taux de succès de développement et les ratios bénéfices-coûts-risques sont extrêmement attractifs. Ils sont d'ailleurs meilleurs que ceux des pesticides chimiques, avec notamment des taux de succès de développement nettement supérieurs à des ratios bénéfices-coûts qui sont un peu plus similaires à ceux des pesticides chimiques. Alors voilà, on a des références comme Bell et al. En 2008. On voit que l'inondation, inoculation, donc c'est ce que je vous disais, donc c'est-à-dire les lâchers d'auxiliaires, ont un coût-bénéfice de 2 sur 1, avec un maximum de 5 sur 1 et un succès d'utilisation de 50%. Donc là, on voit l'intérêt en fait de ces méthodes. Pour la lutte biologique, les méthodes de biocontrôle, en fait, l'avantage, c'est que ça présente de faibles risques, aussi pour d'apparition de résistance chez les bioagresseurs. Euh, voilà, donc donc on peut voir aussi pour la lutte biologique par conservation, on a des réflexions sur les ratios, il y a en cours des lectures de référence pour comprendre en fait le ratio bénéfice-coût médian. Euh, Aujourd'hui, voilà, le rapport bénéfice-coût est très favorable quand même sur les programmes de lutte biologique par acclimatation. Et par conservation, on a une étude de Naranjo et al. Qui montre un bénéfice de 86 dollars par hectare, c'est-à-dire que 1 euro, 1 dollar investi et récupère 86 dollars. C'est des méthodes économiques qui sont mises en place, et donc on voit bien qu'il y a un vrai ratio économique derrière, en fait, de l'intérêt de mettre en place ces méthodes. Pour l'acclimatation, on voit bien aussi le même intérêt, 81 et environ maximum 700 donc 700 dollars récupérés pour 1 dollar investi. Et ça, c'est quand même des informations qui sont aujourd'hui décrites dans la littérature. Et malgré ça, on voit que l'investissement public et privé est quand même, enfin, plus de 90% des investissements aujourd'hui vont vers la lutte biologique par inondation, qui est celle de lâcher les ravageurs, mais qui ne s'installe pas durablement. Donc on a un vrai enjeu de la lutte bio durable et pas la lutte bio à coup par coup. La question, c'est est-ce que ça marche en fait? Est-ce que la lutte bio, elle marche? Et donc là, j'ai évidemment mis en avant 3 exemples. Il y a l'exemple de l'Espagne qui est très intéressante. Le succès du biocontrôle c'est de la lutte biologique par inondation sous serre en protection intégrée. L'exemple, c'est le sud de l'Espagne. En fait, ça a été mis en place à partir de 2006 à cause des scandales de résidus de pesticides interdits qui ont été détectés dans les denrées alimentaires. Et il y a eu une forte transition vers ce type d'installation de lutte biologique par inondation, entre 1400 hectares en 2007 à 26 000 hectares en 2014. Donc il y a eu une vraie mise en place de ce type de lutte. Et l'idée, c'est qu'on voit bien qu'il y a un modèle d'intégration qui a réussi, en tout cas en Espagne, avec un développement majeur de ce type de lutte dans les cultures sous serre. Et notamment, elle est due parce que c'est un succès favorisé, parce qu'il y a un milieu confiné qui est plus facile à contrôler, des productions économiques qui sont rentables, et il y a une forte expertise technique des producteurs qui ont pu du coup mettre en place en autonomie ce type de lutte biologique en maraîchage sous serre. On a un autre exemple intéressant, donc évidemment, Michel reviendra sur ce succès, en tout cas à l'échelle de sa ferme, mais en tout cas à l'échelle France, c'est un vrai succès, c'est la lutte biologique par acclimatation, avec l'exemple de la lutte contre le cynipe du châtaignier. Le contexte est qu'en fait, ça a été un ravageur
qui a été importé de Chine et a été introduit en 2002 en Italie et qui du coup est arrivé en France. Ça a eu une vraie menace pour la filière castanicole en Europe et même en France particulièrement. Et il y a un programme d'acclimatation qui a été lancé en 2011 et qui a été porté par l'INRAE. Et les résultats, c'est que c'est l'établissement de l'auxiliaire, c'est fait dans 80% des sites de lâcher. Donc là, on voit vraiment qu'il y a eu une durabilité de ces méthodes et une vraie diminution des infestations aujourd'hui. Donc on appelle ça vraiment une lutte biologique durable parce que il n'y a plus de lâcher tous les ans pour que le CNIP soit, soit contrôlé. Il y a un autre exemple aussi qui est là à notre échelle, la biocontrôle par conservation ciblée à Hoogstad. Donc en fait, ça a été un projet qui a été lancé en 2004 au sud de Rotterdam. C'est l'objectif de créer des bandes fleuries et des infrastructures agroécologiques. Donc, infrastructures agroécologiques, c'est les haies, les bandes enherbées, les tas de bois, les pierriers, les nichoirs, les gîtes, sur 325 km² et avec une implantation de 500 km de marge, enfin, blanc de fleurie. L'assolement sur ce territoire, c'est majoritairement blé d'hiver, betteraves, pommes de terre et choux. Et le résultat, au bout de 10 ans, un peu plus, il y a 90% de réduction des insecticides et une augmentation du rendement, notamment en févrole, avec la structuration d'un collectif de 850 agriculteurs en coopérative. Donc là, on voit vraiment qu'un territoire a vraiment misé sur la lutte biologique par conservation, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures, les gérer durablement pour favoriser la dérégulation naturelle. Et donc, on voit bien une réduction de la dépendance aux insecticides et même une augmentation des rendements, parce que les auxiliaires sont aussi des pollinisateurs et donc favorisent évidemment les rendements. Là, on voit bien le résultat, c'est qu'il y a une vraie innovation organisationnelle sur ce projet. C'est qu'en fait, il y a eu un collectif qui a commencé à émerger. Les agriculteurs se sont mis en place autour d'une coopérative. En fait, on crée une coopérative et les agriculteurs ont été payés pour gérer les infrastructures agroécologiques et ils sont indemnisés aussi en fonction de la qualité des infrastructures agroécologiques. Donc, on voit réellement que quand il y a une volonté derrière de mettre en place ces luttes, elles fonctionnent. Donc aujourd'hui, la littérature le montre, il y a 3 défis pour intégrer durablement la lutte biologique, le développement de recherches encore exploratoires, notamment sur le microbiote des plantes et son rôle dans la santé végétale, c'est-à-dire on a encore des recherches qui sont en cours et qui sont d'ailleurs en cours à l'INRAE. Après, il faut aussi créer des outils et créer de nouvelles connaissances qui permettent d'optimiser et de déployer les stratégies de lutte biologique. Et enfin, le troisième défi, c'est de mieux intégrer ces méthodes de lutte bio avec les autres leviers agroécologiques pour vraiment construire des systèmes de protection des cultures plus globaux et qui sont vraiment centrés sur, en tout cas, ce qu'on appelle l'immunité agroécologique des plantes. Ça, c'est issu donc de la littérature de Thibaut Maloza qui a de l'INRAE, Sophie Antipolis. Et donc là, pour ces défis-là, il y a la création de connaissances, donc en arboriculture par exemple, je voulais faire un focus là-dessus parce que je pense que c'est quand même très intéressant de s'y pencher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un besoin de connaissances sur ces sujets-là, sur la lutte biologique, notamment par conservation. Et aujourd'hui, l'INRA s'y intéresse depuis déjà quelques années et un verger circulaire s'est implanté sur un site expérimental de l'INRA pour justement produire des fruits sans intrants, en tout cas sans pesticides, en recréant des régulations naturelles durables. Donc ce verger, il a été implanté en 2018, il est vers Valence. Et l'idée, c'est vraiment d'investir cette question de est-ce qu'on peut produire et miser sur cette lutte biologique pour produire des fruits. Et voilà, c'est depuis 2018, donc évidemment, la mise en place les fruits, c'est un peu long après l'implantation des arbres. Donc, on n'a pas encore les premiers résultats, mais en tout cas, ça devrait arriver. Et aujourd'hui, l'INRAE se penche sur ce défi de créer des connaissances sur cette lutte bio.
Et nous, de notre côté à Solagro, on a créé un outil sur la lutte biologique par conservation qui s'appelle RBA. Là-dessus, c'est un outil qui permet de créer, de comprendre et de découvrir le triptyque culture avec le ravageur, ses auxiliaires et les plantes hôtes qui favorisent les auxiliaires sur les exploitations. Ça, c'est un outil en ligne, libre de droit, et qu'on alimente sur les nouvelles connaissances scientifiques qui sont mises en place, et notamment justement grâce aux essais qui sont faits par l'INRAE, pardon. Et on a en parallèle de cet outil interactif, on a créé des outils d'animation, un kit pédagogique pour faire des formations et un jeu sur la lutte biologique par conservation qui est en cours de finalisation pour le diffuser auprès des lycées agricoles. Donc l'idée vraiment c'est de se dire c'est quoi les défis. Donc on a bien compris que ces trois défis sont importants et la création de connaissances est en cours, les outils sont en cours de construction. En tout cas, l'outil RBA, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En tout cas, on essaie de l'alimenter et il y a un gros travail de mise à plat cet outil qui va se faire cette année. Et en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on a des défis sur ce sujet-là et qu'on a envie que la lutte bio soit portée aussi et soit mise en place durablement. Donc, je vais laisser la parole à Michel pour la suite et présenter sa ferme et lui comment il a mis en place sa lutte bio contre le CNIPS. Je te laisse la parole, Michel. Oui, et c'est parti. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu de mon expérience personnelle depuis 50 ans. Et je fais partie de ces gens qui, dans les années 70, 71, ont refusé une certaine forme de société et qui ont quitté les études, puis ont réussi à acquérir une toute petite, enfin même pas exploitation, 3 pièces en ruine, et puis à l'époque 700 mètres carrés de terrain, et pour venir vivre d'une autre façon. Et évidemment, d'emblée, dès le départ, c'était de limiter tout ce qui était chimie, etc. Même si à l'époque, le mot bio était très peu prononcé, mais dans l'idée, c'était quand même ça, quoi. Puis après, très très vite, évidemment, le mot biologique est apparu. Et donc, aujourd'hui, j'ai 26 hectares à force de travail et de petites acquisitions. J'ai 26 hectares, non pas pour avoir 26 hectares, mais c'était la seule façon d'avoir un volume de terre, une superficie assez importante. En Cévennes, si vous avez que des petits morceaux, vous ne pouvez pas les travailler. Il fallait donc avoir une superficie importante pour pouvoir faire des chemins, descendre dans les parties abruptes pour pouvoir ressortir un peu plus loin par les courbes de niveau. Voilà. Euh, donc ma particularité, c'est que j'ai toujours produit et transformer mes produits. J'ai jamais fait de commerce pour acheter des produits pour en revendre, c'était toujours la production. Alors donc, aujourd'hui, c'est à 95% les châtaignes, mais on était passé par l'élevage de canards et de foie gras, de volailles, et puis après, petit à petit, dès le départ, un porc, puis 3 porcs, puis 10 porcs, et puis après, on s'est tenu à environ à 13 porcs par an, avec une truie et le verra sur place. Et puis après, quand les superficies de terrain sont devenues plus conséquentes, on a pu introduire une première vache, et puis une deuxième et une troisième, et pour finir à peu près avec 10-12 bovins en tout sur l'exploitation. Tout ce problème, enfin toute cette partie élevage a été supprimée en l'an 2000 parce que les normes européennes étaient devenues drastiques au niveau des laboratoires, etc. Et donc je n'ai conservé que la production fruitière qui me permet aujourd'hui donc de produire des châtaignes, de les transformer directement dans mon laboratoire sur place, laboratoire en bio évidemment, et de faire crème de marron, châtaigne en naturel, confiture de châtaigne, farine de châtaigne, etc., etc. Avec une vente directe à la ferme et aussi une vente par correspondance. Mais on va en venir tout de suite à la restauration de la châtaigneraie, qui a été un très très gros travail, puisque pendant plus de 10 ans, tous les ans, j'ai rénové 1 hectare de châtaigneraie. Donc, on a bénéficié à l'époque, il faut bien le dire, et c'est très important, d'aide à la rénovation des châtaigneraies,
à la taille des arbres, également pour clôturer les terrains, ce qui était indispensable pour pouvoir mettre les bovins dessus, pour pouvoir faire un entretien en même temps avec les animaux. Et une dizaine d'années plus tard, on a commencé à avoir les premières récoltes significatives de châtaignes, de transformation, et en 2000 de faire la bascule, donc comme je viens de le dire, de la partie viande sur la partie fruitière. Et donc là, à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de foires, etc., parce que c'était aussi une bonne façon de communiquer et de vendre le produit et de communiquer en même temps sur le côté bio, parce que j'ai toujours eu quand même un petit côté militant, même un grand côté, quoi, pour essayer de convaincre les gens du bienfait de la culture bio, quoi. Mais on bute toujours, bien qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé dans les 4-5 dernières années. Beaucoup de consommateurs sont contents qu'ils reconnaissent la qualité des produits bio, quoi, qualité en tant que gustatif et aussi pour la santé, quoi, et pour la santé de la terre et de l'humanité, quoi. Mais il y aurait encore un gros travail à faire pour convaincre et les agriculteurs qui sont en chimique et les gens qui continuent à acheter des produits. Plus on aura de demandes sur le produit bio, évidemment, plus on favorisera des installations de jeunes et il faudrait pouvoir revenir de ces grosses exploitations énormes où on peut aussi faire du bio, mais enfin bon, ça me paraît quand même revenir à des petites structures familiales qui pour moi correspondent plus à la vie, quand j'entends la vie, à une belle vie sur la terre et de produire son produit, de les vendre en direct et de discuter avec le consommateur, quoi. Moi, je le vois, tous les gens que j'accueille sont ravis de la manière dont je leur parle de mon travail et qui peuvent poser des questions en direct et avoir des réponses claires, nettes et précises. Voilà. Donc, la production était tombée très basse en 2011-2012. On était à peu près à 75% des pertes. Et puis petit à petit, c'est remonté. Alors, il faut dire aussi qu'à ce moment-là, il y a eu le cynisme qui nous est vraiment tombé dessus. En plus de la chaleur, le cynisme nous a vraiment ravagé les arbres. Et ce qui fait que dès 2012, j'ai commencé à planter des figuiers en me disant, bon, si le changement climatique, plus cette bestiole, cette petite guêpe qui arrive et qui nous détruit les châtaigniers, si les châtaigniers disparaissent complètement, il faut mettre quelque chose en place, faire des premiers essais. Et dans ma tête, à l'époque, c'était aussi d'essayer de voir quelles variétés allaient s'adapter sur mon exploitation, puisqu'on sait qu'il y a, je crois que c'est 200, 240 variétés de figues en tout dans le pourtour méditerranéen. Donc, il fallait trouver les bonnes, quoi. Alors, il y en avait une ou deux autochtones sur place, et finalement, ben, c'est celle qui fonctionne le mieux, quoi. Toujours pareil. Mais il y a quand même deux variétés que j'ai introduites sur les 5 qui se portent bien, quoi. Donc, ça permet de voir que si dans la région, un jeune, c'était mon but, je m'étais dit dans 10-15 ans, et on y est maintenant, si quelqu'un voulait mettre des figuiers, quelle variété il faut qu'il mette tout de suite pour gagner du temps, quoi, pour ne pas tâtonner, quoi. Donc, je fais beaucoup pâturer les bovins que j'ai gardés. J'ai gardé deux bovins. J'en avais 3 et là maintenant je n'en ai plus que 2 parce que c'est pareil, on nous a supprimé l'aide de la PAC. Avant c'était 3 UGB et maintenant c'est 5 UGB. Alors bon, j'ai préféré en garder que 2, comme ça elles sont à l'aise sur les pâturages, il y a beaucoup plus à manger, je suis tranquille au niveau de ça, quoi. Et puis donc en même temps le fauchage, tous les ans on fauche tous les refus, hein, tout ce que les animaux n'ont pas voulu manger, notamment la fougère, quoi. Et ça permet petit à petit, même sur les zones très rocheuses, parce que j'ai une parcelle qui est vraiment, je suis parti, mais vraiment sur du rocher, hein. Sur 1 hectare, c'était du rocher, du rocher. Et aujourd'hui, là, si on y monte maintenant, il y a, la- la- excusez-moi, j'ai été troublé par un message qui est apparu. Euh, euh, Ça Oui, refait du donc, sol et sur les zones maintenant, rocheuses. Ouais. si on est monté maintenant, il y a 40 centimètres d'herbe magnifique, quoi, donc, qui va se sécher dans l'été, qui va être fauché à l'automne. Et ça, année par année par année, plus l'apport de tous les déchets que j'ai pu faire, de tout ce que je pouvais trouver, de sciure de bois, de copeaux de bois qu'un menuisier me fournissait, etc. Et bien maintenant, il y a 10-15 centimètres de terre. Et donc ça, pour passer remettre une exploitation je veux dire, moi, conventionnelle, mais je préfère le mot chimique parce que c'est quand même beaucoup plus net et précis. Il faut refaire de la terre, quoi. Et il faut des animaux. Ça, il n'y a pas à tortiller. Si des jeunes s'installent, ayez des animaux. Ne serait-ce qu'un âne.
Un âne, tous les jours, ou un cochon, ça vous fait des déchets, quoi. Il n'y a, y a pas à tortiller, il n'y a pas besoin d'avoir un troupeau de chèvres, etc. Trois animaux, et des poules, des lapins, n'importe quoi, quoi. Et donc, en même temps, effectivement, au niveau des châtaigniers, ce qui est très, très important, c'est d'entretenir les pieds de fauche, de couper tous les ans les rejets qui peuvent atteindre tout de suite 1 mètre de hauteur sur un bon centimètre de diamètre. Et ça, en les laissant sur place, en les hachant ou en les laissant derrière les arbres, si on met les branches derrière, au départ, c'est ce que je faisais, je coupais toute la taille et je mettais tout derrière les arbres, ce qui fait que la pluie, hein, on est en Cévennes, donc on a la terre qui a toujours tendance à descendre, et ça, là, ça freine la descente de la terre. Et c'est marrant, on voit des fois des arbres où on monte un petit talus derrière l'arbre à force d'avoir entassé derrière, quoi. Voilà pour ce qui est Alors, les travaux, après, pour moi, l'entretien, c'est assez simple maintenant, puisque le terrain est vraiment très, très, très propre. Donc, c'est vraiment du débroussaillage au fil. On passe même plus de couteau, quoi. C'est au fil, hein. Et après, le plus gros pour moi, le travail, bon, il y a la récolte. Et puis après, le plus gros du travail, c'est la transformation, parce que, bon, ben, actuellement, même si je n'ai que 3 tonnes de châtaignes à transformer, 3 tonnes à transformer en petits bocaux de 400 grammes, il y a du boulot. Mais ça a toujours été mon plaisir de transformer. De toute façon, quand je faisais la viande, c'était pareil, hein. Je Oui. vendais ma viande directement sur le marché, soit en côtelette ou un truc ou machin, ou en saucisson, etc., etc., quoi. Sous Et la, pour le Cynips, donc sous la zone, ouais. ce fameux Cynips qui nous a tant embêtés, moi j'ai eu des lâchers Et dès le là, départ, hein, très 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 tôt. Dans les années 2011-2012, j'ai eu 40 femelles et 20 petits mâles qui m'ont été donnés dans des petites éprouvettes qu'on a lâchées dans un endroit. Donc je conseille de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de les lâcher dans l'endroit le plus bas de la châtaigneraie, parce qu'automatiquement les insectes ont un vol montant, quoi. Et 2 ans plus tard, on a fait un contrôle et ça avait très 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 bien marché. Et depuis plusieurs années, il n'y avait plus du tout de Cynips. Là, j'ai un ami qui m'a téléphoné il y a 2, 3 jours en me disant qu'il y avait du Cynips qui avait été réapparu chez lui. Pour l'instant, chez moi, j'en ai pas vu. Mais il faudrait ausculter un petit peu plus parce que, voilà, à voir, à suivre, quoi. À suivre. Mais sinon, cette méthode-là a vraiment été très, très, très efficace, hein. C'est en l'espace de 3 ans. Alors, c'est vrai aussi qu'il y avait un Taurimus, entre guillemets, sauvage qui a suivi l'évolution du Cynips, quoi. Le problème, donc, les arbres, on, vas-y. on a perdu beaucoup d'arbres à l'époque et maintenant on continue à en perdre. Et donc, je précise bien que là, c'est pas le Cynips, puisque moi, j'en avais plus du tout. Et là, c'est vraiment les excès de chaleur qui brûlent les arbres, quoi. Alors, ensuite, est-ce que c'est les excès de chaleur ou est-ce que ce sont nos variétés qui ne sont pas adaptées? Parce que, bon, j'ai remarqué quand même que ceux qui ont le plus souffert, alors là, au niveau production, les hybrides, que ce soit euh, moi, j'avais 2 variétés, j'avais Bétisac et Bournette. Euh, Là, c'est simple, la production est tombée pour le Bétisac à 0 kg, très net, et pour le Bournette, bah, je sais pas, c'est ridicule si je fais 50 kilos, alors que j'en faisais 400 kilos en 2007-2008, quoi. Et les arbres étaient jeunes, quoi. Par contre, donc sur les vieilles variétés se tiennent bien, se maintiennent bien. Euh, et je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est garder les vieilles variétés. Donc chez nous, bon, faut savoir, hein, il y a 140 variétés de Cévennes. On en a gardé 140 variétés Là dans la aussi. RP AOC, mais dans chaque petite vallée, il y en a environ une dizaine, quoi, hein. Et par contre, j'ai arrêté de tailler depuis 4 ans parce que les arbres souffrants, plus on tailler, c'est bien quand là, l'arbre est en pleine vigueur, parce que là, on le maîtrise. On le regarde, on lui cause, on arrive, ah ben toi, ouais, bon, bon, tiens, je vais te couper ça et ça, et puis c'est tout. Par contre, un arbre qui part en expansion, ah bah attends, toi, je vais te rabattre un peu plus, parce que là, tu es en train de gagner sur les autres, c'est pas bon, quoi. Puis ça va te... Voilà, donc ça, c'est une gestion comme n'importe quelle taille, hein. Ça, tous ceux qui font de la taille douce, hein. De toute façon, c'est jamais de la taille violente, hein. C'est surtout parce qu'au niveau du châtaignier, le, le- le-
on a une première branche qui produit, on a un œil dessus qui démarre et qui va gêner celle qui est de dessous, que ça va se contrarier. Donc il faut couper celle du dessous pour favoriser celle-là. Et la troisième qui naît, qui est la branche qu'on aura dans 2 ou 3 ans, quoi. Donc ça renouvelle l'arbre et ça permet de le maintenir relativement serré autour de son tronc et qui favorise la production, puisqu'on a pu remarquer que si on partait trop loin, en tout cas, je parle toujours, moi, en culture biologique naturelle, quoi, quand il n'y a pas d'engrais chimiques, etc., qui poussent l'arbre, l'arbre ne pourra pas produire plus qu'un certain tonnage, environ 40 kg, 40-50 kg en moyenne par arbre. Mon plus gros producteur, c'est 90-95 kg. Hein. Mais si on lui fait faire trop de châtaignes, puisqu'il ne produit que sur la frondaison, si on lui fait faire trop de châtaignes, les châtaignes deviennent plus petites. Donc en le maintenant, on a la même production en kilos et avec des fruits plus gros, donc beaucoup plus intéressants. Les variétés hybrides ne sont valables que pour ceux qui peuvent irriguer à fond. Mais à ce moment-là, on rentre dans moi, je n'irrigue pas du tout, ça ne sert à rien. L'arbre va chercher son humidité en profondeur. Mais donc, au niveau, je pense que si nos châtaigniers souffrent, c'est parce que, c'est l'exemple que je donne toujours, hein, sinon on a soif, on va mettre des réserves d'eau en profondeur, et puis après on va mettre des réserves d'eau, je veux dire, dans un placard, dans des bouteilles d'eau, et puis s'il fait très chaud, on a nos bouteilles d'eau, on ne va pas courir tout de suite ailleurs pour chercher de l'eau. Le châtaignier, c'est la même chose, quoi. Mais ils souffrent de la chaleur, ça c'est clair. Mais il faut voir s'ils vont s'adapter ou pas. Ça, et 10 ans, alors c'était pas mal. Et puis là, depuis 2-3 ans, je dis, il y a de la mortalité supplémentaire. Il faut voir pourquoi. Alors les figuiers que j'ai implantés, c'est principalement comme variété, j'ai mis. Alors c'est très curieux parce qu'on retrouve les mêmes noms de variétés. J'ai mis de la dauphine. La dauphine, et on l'a aussi dans les châtaignes, la variété dauphine, qui est une variété très, très intéressante, et puis de la ronde de Bordeaux. Voilà les deux variétés que j'ai mises. Et puis après, celle que je mets maintenant uniquement, pratiquement, c'est celle que j'appelle la variété valbonienne, celle qui est sur place, ces grosses figues, enfin grosses figues, assez grosses en tout cas, rouges, qui ont un parfum qui sont extraordinaires. Et que tu as récupéré, Pardon? comment tu as récupéré ces variétés? Eh bien, parce que c'est un arbre qui a poussé devant la maison, qui est très très long à mettre à fruit. Il faut une dizaine d'années pour mettre à fruit. J'avais failli le couper. Et puis l'année où j'ai failli le couper, ça a dû le secouer, il s'est mis à faire des figues. Et puis donc, par marcottage, hein, les pieds, les rejets aux pieds, je les couche. C'est le plus simple, hein, c'est pas la peine de s'embêter à greffer, etc. Je les couche, je les enterre, je les laisse un an enterrés, et puis dans l'hiver, je les coupe, je les mets en pot avec leurs racines et je les élève pendant un an en pot et puis après je les plante. C'est tout bête, tout simple et ça marche très très bien, quoi. Le truc c'est pareil, c'est de leur ramener à manger. Alors là, le gros problème c'est les sangliers. Parce qu'à partir du moment où vous mettez du fumier et que le sol est riche, le sanglier il arrive, il fouille pour aller bouffer des vers et en même temps il arrache le figuier. Alors si je peux donner un conseil, enfin très simple, c'est le figuier, le petit figuier, on lui colle une palette. Vous savez, ces palettes en bois, hein, les palettes hein, de 1,10 m sur 1,20 m là. Et on fait sortir le figuier au milieu de la palette et on charge la palette avec des cailloux. La palette, elle va pourrir, elle est en sapin, donc au bout de 3 ou 4 ans, il n'y a plus rien, quoi. Et les cailloux empêchent le sanglier de lever. Quand j'ai des cailloux, il faut en mettre, hein, il faut mettre 40-50 kg de cailloux par palette, quoi. Et donc, ça lui empêche de soulever la palette, et puis ce temps-là, ben, le figuier est tranquille, il pousse au milieu de la palette, et puis quand il devient un peu plus gros, comme je l'ai dit, la palette pourrit. Génial. Et sur le greffage, tu... Alors, sur le greffage, j'avais de très très belles réussites de greffage dans le temps. Et puis, bah, c'est pareil, au moment donc de la chute de production, il y a eu une chute drastique de la prise des greffes. Alors, j'ai toujours pensé aussi que c'était les vieux arbres qui disaient aux petits arbres à côté qui posaient, bon, écoute, c'est pas la peine de te casser la tête, c'est pas la peine de prendre, ça va faire du travail supplémentaire à Michel, ne prends pas, c'est pas la peine. Et puis après, 5-6 ans plus tard, ça a commencé à redémarrer. Donc, je pense que les vieux arbres, ils ont dit aux jeunes, oui, bah, écoute, maintenant tu peux y aller. On a compris comment il faut lutter contre la chaleur et enfin ce qui nous arrive, parce que l'arbre ne faisait pas forcément que c'est. Et donc là, il y a eu un bel redémarrage. Et puis à nouveau, depuis 2-3 ans en arrière, mais
Et on le constate aussi, quoi. C'est que même au jardin, même, enfin, les chaleurs augmentent, hein. C'est clair, on a un mois de mai, là, je ne veux pas rabâcher ce qu'on entend en longueur de journée, là, dans les médias, mais on n'a jamais eu un mois de mai, enfin, le mois de mai qu'on a là, enfin, enfin, extraordinaire ou catastrophique, quoi. Bon, nous, on est dans le sud, donc la chaleur, on a l'habitude, hein, mais on n'a pas normalement un mois de mai. C'est ça le problème, C'est c'est que chaud. les chaleurs ne correspondent pas. Normalement, au mois de mai, ici, pour les châtaigniers, c'est même pas encore la floraison. Enfin, ils sont en train de se préparer. Et puis, au mois de juin, il y a la floraison. Et c'est pour ça que les anciens avaient mis autant de variétés, parce que si il faut, le châtaignier, il fleurit et pollinise sur 8 jours. Si pendant 8 jours, et au mois de juin, c'était assez fréquent qu'il puisse pleuvoir pendant 8 jours de suite. Pas des grosses pluies, mais un temps de cochon, quoi, qui fait pas beau. Et donc, cette variété-là ne pouvait pas polliniser comme il faut. Mais la variété d'à côté, qui fleurissait 8 jours plus tard, elle se sauvait. C'était le principe. Maintenant, au mois de juin, moi, ça m'est arrivé de monter au mois de juin, et les arbres me disaient, mais attends, Michel, mais tu es fou. T'as vu ce temps qu'il fait? Il fait une chaleur, pas possible. Comment... Et puis d'un seul coup, tu nous mets un orage comme si c'était en septembre qu'on allait produire les fruits. Mais on n'a pas normalement d'épisode Sednode au mois de juin, quoi. Alors que l'an dernier, on en a eu. Et l'arbre, il est perdu, quoi. Il est complètement perdu. Il n'a plus les bases qu'il avait avant. Et donc, le Non. chancre, lui, le chancre, on l'a bien maîtrisé depuis 30 ans, 40 ans, le chancre, on le maîtrise bien. L'hypovirulence, il y en a partout. Et si on taille en lune descendante, en jour fruit évidemment, on voit, enfin moi c'est comme ça que je m'en suis aperçu aussi, c'est que l'arbre se cicatrise aussitôt et il n'y a pas de chancre en général, hein, parce que bien sûr, il peut toujours y avoir un chancre. Mais si on taille les branches mortes, mais le problème, c'est que si effectivement l'arbre ne fait pas de nouvelles branches, c'est ce qui provoque aussi sa mortalité, quoi. Ok. Et toi, tu vois l'arrêt de la taille depuis 4 ans, tu vois un vrai intérêt sur la vigueur, en tout cas le maintien de tes Ben, châtaigniers. Ouais. on a fait une vidéo. Si vous allez sur mon site, vous verrez, on a fait une vidéo avec ma compagne. Il était une fois un arbre. Et c'est très intéressant parce que c'était un arbre. Il allait crever. Puis d'un seul coup, Ah, voilà. il a refait trois petites branches. Puis hop, hop, hop. Donc j'ai dit, bah, tiens, il repart. Donc j'ai coupé, alors on le voit sur la vidéo, j'ai coupé toutes les grosses branches mortes. Et puis, Ah, quelques 3 mois plus tard, on a refait 2, 3 photos, enfin une petite vidéo devant. Et là, actuellement, il est redevenu magnifique. Donc, il y a de l'espoir. Le truc, c'est de s'y tenir, quoi, c'est de travailler, quoi. C'est toujours la même histoire, hein. je vous envoie Mais le lien, ça ne peut donc. se faire qu'au cas par cas, quoi. Je ne fais plus de taille systématique comme je le faisais avant, quoi. Ouais. Ça reviendra peut-être, hein, ça, il faut voir, faut s'adapter. C'est ça aussi, hein, la culture en bio. C'est être à côté de la plante, de l'arbre, de la nature, avec un grand N, hein, et puis de regarder comment ça se passe, noter, moi, j'ai beaucoup noté sur des cahiers, des trucs et des machins, parce qu'après, on s'en souvient plus. Et puis voir ce qui se passe. Et puis, ah, ben oui, tiens, ça marche. Bon. Et puis, ben, il faut voir si, en le répétant 100 fois, ça marche, hein, si c'est scientifique ou pas. Voilà pour Eh ben, merci Michel. Donc, il y a pas mal de questions là sur des Oui, avec sujets plaisir. un petit peu variés. Alors, il y en a plusieurs qui concernent la lutte biologique là, contre le CNIPS. Pour avoir plus de précision en fait sur comment ça s'est passé chez toi avec l'introduction du Thorémus sauvage, comment ces micro-guêpes elles sont livrées, comment elles arrivent chez toi, comment toi tu les diffuses, et puis pour quels résultats. Alors, un petit truc comique. Donc, c'est par l'association des châtaignes, hein, qu'on avait eu les petites bestioles. Bon, moi, c'est un technicien qui est un jeune technicien. C'est pas c'est pas une critique, vous allez comprendre. Il est venu avec ces deux petites éprouvettes et puis il tapotait ces éprouvettes comme ça pour essayer de faire tomber les bestioles. Mais tu parles, elles étaient accrochées dans le fond de l'éprouvette, elles ne pouvaient pas descendre. Et c'est moi qui ai dit, mais non, attends, on va prendre une feuille, on va mettre la feuille, on va l'enrouler et puis ils vont se mettre sur la feuille et on les a fait sortir comme ça sans les brutaliser de l'éprouvette, quoi. Voilà, hein, c'est tout simple. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Le mieux, c'est de se rapprocher de l'association des châtaignes
en tout cas pour notre région, hein, des Cévennes et du Languedoc, qui eux automatiquement sauront comment on peut faire pour avoir des, des taurimus, quoi. Et ensuite, est-ce que tu as mis en place des choses particulières pour les conserver en fait d'une année à l'autre sur la châtaigneraie? Non, ils se sont débrouillés tout seuls, hein. Alors, il est possible aussi que votre question là, me fait penser à ça. Il est possible que là, il y ait un retour de taurimus, de synips, pardon, parce que le taurimus, pour qu'il puisse vivre, il faut qu'il y ait du synips. S'il n'a plus de synips, ben, il crève. Donc, il est tout à fait possible. Bon, je pense que des gens qui se penchent sur le problème vont y avoir pensé avant moi, mais s'il n'y a plus de synips, le taurimus, eh ben, il ressort de sa gale, parce que bon, on va pas rentrer, ça va être trop long, hein. Il y a un cycle, il faut savoir que, enfin, on va quand même dire deux mots. Le synips, il pond dans un œil. L'œil, alors, au mois d'août, hein, si vous regardez une branche, il y a la grosse feuille. Et au pied de la grosse feuille, vous avez un tout petit œil, l'œil de l'année suivante. Le synips, il vient pondre là-dedans. Il va rester tout l'hiver là-dedans et il va sortir au moment alors attendez, parce que il va sortir de l'œil quand l'œil se développe au printemps suivant. Et il va aller, il reste dans le bourgeon. Il reste dans le bourgeon. Voilà, le premier départ, c'est qu'il reste dans le bourgeon. Ça fait la gale. La gale, la bestiole, elle reste dedans et il va sortir de la gale l'année suivante. Et le taurimus, lui, quand la gale se développe au printemps, il vient rentrer dans la gale où il y a le taurimus, le synips, pardon, excusez-moi de me mélanger, et il va manger la larve du synips. Et il va rester dans la gale tout l'hiver et il va ressortir au printemps suivant de la gale pour aller à nouveau rentrer dans la gale où il y a le synips. Donc s'il n'y a plus de synips, le taurimus il sort de sa gale, il cherche du taurimus, il cherche pardon du synips, il cherche des gales, il n'y a pas de gale, il crève. C'est une interprétation personnelle, d'accord? Mais voilà, donc effectivement, s'il n'y a plus du tout de taurimus, on va peut-être être obligé de relâcher des taurimus pour à nouveau combattre le synips s'il s'est réinstallé. S'il est resté 2-3 foyers à un endroit et qu'il n'y avait plus de taurimus pour Donc je pense que c'est peut-être pour ça que mon copain, lui, qui n'est pas... c'est un copain, hein, mais il n'est pas du tout en bio. Donc, intéressant à voir. Si chez lui, il y en a, c'est sûr. Il m'a dit qu'il en avait en pagaille, et moi, j'en ai pas vu. Voilà. Donc, c'est pareil. Si le taurimus, il a été détruit par une saloperie, je sais pas. Là, je peux pas. Hein, Et donc, je pense que tu as en même temps répondu à la question qui était les micro-guêpes résistent-elles au gel et où hivernent-elles? Donc voilà, la réponse c'est simple, hein. était dans. Le gel, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'il y a 10 ans en arrière, quand même, on avait encore quand même des hivers un peu plus rigoureux que maintenant. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il est fait pour vivre dans sa, dans, 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 merde, dans la gale qui est sèche. Et là, pour le contrôle, c'est très simple parce que justement, dans l'hiver, enfin au printemps, si on ouvre les gales qui sont sèches, on voit dedans le taurimus qui est resté. Alors que s'il n'y a pas de taurimus, il n'y a rien dedans, le synips est sorti, il est allé pondre parce que si elle est percée, c'est que le synips est sorti et qu'il est allé pondre au printemps sur les yeux tendres. Et donc, il y a une dernière question, je pense, qui permettra de conclure sur cette thématique du lâcher de taurimus. Quand tu fais ton lâcher initial, à quelle période, du coup, tu privilégies le lâcher de la micro-guêpe? Ah ben là, c'est logique. Il faut le faire au printemps, donc maintenant. Donc, alors là, c'est pareil, hein, il faudrait se rapprocher de spécialistes pour avoir la date la plus précise possible, puisque, comme je viens de le dire, le taurimus, il va aller pondre sur la gale qui est en développement. Alors moi, je ne suis pas scientifique, hein, je suis qu'un paysan, d'accord? Donc à quel moment, si on le lâche trop tôt et que la gale, parce que qu'est-ce qui fait que cette espèce de petite guêpe hein, de 3 mm de long, hop, elle se trimballe et elle repère la gale qui est en train de se développer. Qu'est-ce qui l'attire?
Hein, il y a un phénomène certainement chimique, olfactif ou autre. Ça m'étonnerait que c'est peut-être visuel, hein, parce que le synapse, ça fait dès le départ des boules qui sont assez grosses, vertes, puis qui se transforment très très vite en rouge. Mais comme il se nourrit du synapse, le thymus se nourrit du synapse, il faut automatiquement que le synapse soit un petit peu développé. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein, donc si on le lâche trop tôt, on va le lâcher, il va arriver sur la gale qui est en train de se développer, mais la petite bestiole n'est peut-être pas assez grosse pour le nourrir. Donc, ça se joue à 8 ou 15 jours, quoi. Donc là, il faut se rapprocher des instances scientifiques pour savoir la bonne période, quoi, à 8 ou 15 jours près, quoi. Hein. De toute façon, c'est au printemps, ça c'est sûr. C'est maintenant, quoi. C'est maintenant, mais est-ce que c'était il y a 8 jours ou est-ce que c'est dans 8 jours? Je ne vais pas m'aventurer à donner de fausses informations. Quand je sais, je sais. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Très bien. Eh ben, merci Michel. Alors, il y a d'autres questions. Il y en a qui concernent donc toujours sur les châtaigniers. Quelle est la densité de plantation par hectare? Et pour des agriculteurs, agricultrices qui voudraient se lancer en arboriculture, comment ils sont aidés, sachant qu'il faut jusqu'à 10 ans pour que le verger soit productif? Il faut s'aider avec ses deux mains et puis beaucoup de courage. Bon, la châtaigneraie, c'est une question de hobby, de passion. Hein, si on n'a pas la passion du châtaignier, c'est pas la peine. Parce que c'est un travail monstrueux. Hein. Si vous plantez directement des châtaignes, donc pour bien faire, il ne faut pas acheter des plants parce qu'à ce moment-là, c'est un arbre à pivot. Hein, donc, s'il n'a pas été la châtaigne, il faut la planter dans le sol et qu'elle germe, qu'elle descende. Et là-dessus, 1 an ou 2 ans plus tard, on peut greffer déjà. Hein. Et après, vous attendez 5 ou 6. Si la greffe est réussie, vous attendez 5, 6, 7 ans avant d'avoir 3 ou 4 châtaignes. Et puis après, il faut attendre une grosse quinzaine d'années pour vraiment avoir une récolte conséquente, quoi. Donc, il faut avoir les reins solides à côté, quoi. C'est plus le troupeau de moutons ou de chèvres ou autre chose qui est à côté qui va venir pâturer là-dessous, qui va entretenir et avec lequel on va vivre. Moi, quand j'ai démarré, donc comme je dis tout à l'heure, on ne va pas revenir, hein, j'avais mes cochons et mes vaches qui me permettaient, qui étaient qui me donnaient mes revenus. Hein. Entre parenthèses, à l'époque, j'avais une employée à mi-temps avec un groupement d'employeurs. Et s'il n'y avait pas eu ces histoires de normes en 2000, ben, elle serait passée à plein temps parce qu'on aurait gardé les cochons, les vaches et on aurait eu les châtaigneraies en plus. Donc pour planter, donc moi je conseille. Hein, bon, alors le chargement, il est en général de 140 arbres à l'hectare, mais tout dépend beaucoup de la structure de votre terrain. Si le terrain est plat, il faut absolument garder 10 mètres. Alors, ça dépend aussi des variétés. Si vous mettez des variétés à port rond ou érigées, etc. Mais en général, donc, c'est entre 8 et 10 mètres, hein, les châtaigniers qu'on va les planter. Il ne faut surtout pas planter plus serré. Hein. Et donc, le problème, c'est que justement, avec le changement climatique, enfin, avec le gros soleil, l'arbre, il va vraiment être bien quand sa frondaison, il va se faire de l'ombre à son pied. Hein. Et après, par la suite, quand il va grandir, c'est l'arbre de devant qui va faire de l'arbre au pied. Si on est sur une pente, l'arbre qui est là, puis l'arbre qui est là, puis l'arbre qui est là, c'est celui-là qui fait de l'ombre à celui-là et qui fait de l'ombre à celui-là. J'espère qu'on a vu mes mouvements sur le bras. Euh, euh, voilà. Et alors après, est-ce qu'il faut arroser un petit peu ou pas arroser? Si vous arrosez, moi je conseille vous arroser un gros coup. Vous foutez un gros bassinage, quoi, et puis stop. Parce que si vous arrosez ça, par contre, je suis sûr de mon coup, parce que j'avais eu, je ne peux pas en parler, ça va être trop long. Mais si vous arrosez en superficie, l'arbre va développer un système racinaire en superficie, et c'est pas bon du tout. Hein. Le châtaignier, comme je dis, c'est un arbre à pivot, il faut qu'il aille chercher sa flotte en profondeur. Donc si vous lui foutez un gros coup d'eau, pouf, ça va descendre au fond et il va aller chercher sa flotte en profondeur quand elle est descendue. Hein. Voilà. Après, il ne faut pas se tromper sur les variétés. Alors, au niveau d'implanter une châtaigneraie, il y a tellement, tellement d'espace, tellement c'est même pas assez. Si c'est en Cévennes en tout cas, ben, il faut reprendre une vieille châtaigneraie, vous rasez tout, vous gardez que les pieds mères. Donc là où il y avait les gros arbres, hein, tout est mort de toute façon, donc vous rasez tout et vous regreffez sur les souches qui ressortent. Hein. C'est comme ça qu'on fait en Cévennes. Et par rapport à ça, Michel, il y a des questions sur les variétés.
et sur comment choisir ces variétés parmi une multitude de variétés possibles dans les Cévennes. Est-ce que tu as des ressources? Ah ben, là, Euh, ça, c'est pas compliqué, hein. Si c'est dans les Cévennes et même dans d'autres régions, de toute façon, il faut aller voir les quelques rares agriculteurs dans le coin qui font de la châtaigne, qu'ils aient un demi-hectare ou moins, qu'ils aient 4 arbres devant chez eux ou qu'ils aient une superficie un peu plus importante de 1 ou 2 hectares. C'est ces gens-là qu'il faut aller voir pour voir les variétés autochtones, parce qu'une variété qui vit à tel endroit, vous avez une montagne entre deux, de l'autre côté, elle ne vit pas. Hein. Elles sont vraiment spécifiques à chaque vallée, sauf le marron dauphine, donc ça, celui-là, c'est celui qu'il faut recommander parce qu'il a une très très grande faculté d'adaptation. C'est la meilleure châtaigne qui soit. Par contre, attention, si vous êtes sur des terrains exposés au vent, elle est très fine, les branches sont très fines et il y a beaucoup de casse. La moindre tempête, les branches cassent. Hein, ça, elle est très fragile au niveau du vent. Par contre, elle adore le soleil. Voilà. Mais c'est toujours pareil, hein, elle adore le soleil, mais euh, si vous avez un arbre qui est en une parcelle qui est en Ubac, alors moi j'en ai une en Ubac où j'ai mis de la dauphine, j'en ai une qui est en plein cagnard où j'ai mis de la dauphine, les mêmes variétés, et c'est celle qui est en plein cagnard que je prends pour faire mes marrons naturels parce qu'elle est beaucoup plus chargée en sucre que les arbres qui sont sur des parties Ubac. Tout ça, c'est pareil, hein. On est vraiment dans le côté paysan. Vous savez, le truc des vieux paysans. Ah oui, mais ce morceau de terre, là, si j'arrivais à l'avoir, le voisin, il l'a. Et puis quand il meurt, on cherche à l'avoir parce qu'on sait que c'est ce morceau-là, putain, cette parcelle-là, elle est super bien exposée. Tout ça, faut voir. Moi, le conseil, c'est d'aller voir les gens qui sont autour et qui font ça. Hein. C'est le mieux. Mais surtout, ne mettez pas des variétés hybrides, etc. En bio, c'est pas la peine. Hein. Vous en sortirez. Enfin, pour moi, vous en sortirez pas. Et par rapport au figuier, tu avais évoqué l'implantation de 2 variétés de figuier. Oui. Et alors, est-ce que tu peux les Oui, repréciser? ronde de Bordeaux et Dauphine. Figuier Dauphine. Parce que tu vois, par exemple, moi j'ai essayé de mettre de la madeleine des 4 saisons. Ah, magnifique. Alors tu as des figues qui sont grosses, mais 3 figues. Au bout de 12 ans, j'ai 2 figuiers, ils me font 3 figues. Mais vraiment 3 figues. Hein. Je déconne pas. C'est pas 5, c'est 3, quoi. Donc c'est pas la peine, quoi. Ça marche pas. Alors que la ronde de Bordeaux et l'autre, oui, fonctionnent très très bien. Avec des petites figues qui sont vraiment petites. Enfin, j'entends par là, c'est voilà, de la figue normale, quoi. Alors, eh ben, merci pour ces Par contre, informations. le On figuier, attention, hein, retourne. le figuier, il faut arroser. Hein. Les 5 premières années, il ne faut pas hésiter à lui mettre de l'eau 1 fois par semaine parce qu'il a besoin d'eau pour s'implanter. Alors attention, c'est pareil. Au départ, la première année, vous arrosez à 50 centimètres autour du tronc, puis à 60 centimètres, et puis au bout de 2 ou 3 ans, vous n'arrosez plus le pied, vous arrosez à 1 mètre du figuier, de façon à ce qu'il étende ses racines, qu'il ne reste pas dans un pot de fleurs. Hein. Voilà. Et alors, on a à nouveau des questions, plus on retourne sur la partie châtaignier et parasites. Est-ce que tu as connaissance d'autres parasites, d'autres ravageurs de châtaigniers problématiques? Et concernant le cynips, est-ce qu'il y a des parasitoïdes autochtones efficaces ou connus? Alors, pour la première partie de la question, il n'y a pas d'autre. Le principal autre problème, c'était l'encre de la racine. Hein. Et ça, il n'y a rien à y faire puisque c'est dans les racines. Les gens, fin 18, 19e, pardon, oui, fin 19e, il y en a qui s'étaient amusés à creuser sous les arbres de façon à dénuder toutes les racines, à les passer avec un produit, je ne sais plus qu'est-ce que c'était comme produit, et puis remettre toute la terre. Je ne sais pas si tu imagines le boulot monstre, et ça n'a rien donné. Ça, c'était un problème. Alors, je pense que l'encre a beaucoup disparu parce que c'est un problème d'humidité dans le sol. Il faut beaucoup d'humidité pour avoir de. Voilà. Et l'arbre du péri, ça, on n'y peut rien. Quant au cynips, non, moi, à ma connaissance, la seule façon de lutter contre, c'est le taurimus, quoi. Ou, comme je l'ai fait au départ, d'enlever toutes les petites boules. Alors là, maintenant, c'est un peu difficile parce que si jamais il y a un taurimus dedans et qu'on enlève les petites boules, euh, on va pas être bon, quoi. Et sachant que oui, le cynips, il est originaire de Chine. Exactement. Exactement, comme la plupart, comme le Geico, avant on n'avait pas c'est comme ça, je pense il n'existait pas, puis là ce petit lézard, il est là maintenant en permanence, quoi.
C'est la chaleur qui fait que ça monte, hein. C'est clair, hein. De la même façon, comment ça s'appelle, celle du pain, le La paradis, chenille, la chenille du pain, oui, mais elle a un nom chenille précis. processionnaire. Voilà, la chenille processionnaire du pain. Avant, elle était dans le sud, maintenant, elle est autour de Paris, hein. C'est clair, hein, de ce côté-là. Et par rapport, enfin, en lien en tout cas avec le réchauffement climatique qu'on peut observer ou le dérèglement climatique, il y a une question sur est-ce que les rendements à la production de châtaignes ne vont pas-ils augmenter avec l'altitude dorénavant et est-ce qu'il n'y a pas un risque justement dans les basses Cévennes qu'on ait moins de productivité de ce fait-là? Est-ce que toi, tu as un regard là-dessus Alors, c'est toujours pareil, hein, quand je ne sais pas, je ne vais pas on peut penser peut-être, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué, parce que les variétés de châtaignes ont une faculté d'adaptation de 150 mètres d'altitude. Une variété qui vit entre 250 et 400 mètres, eh ben, elle va être bien à 320, 300 mètres, c'est là où elle est vraiment au mieux de sa forme. Au-dessus de 450, elle va commencer à ne pas donner parce que c'est plus sa faculté. Donc, c'est comme ça qu'on a justement, moi-même sur mes terrains, eh ben, on change, en changeant de parcelle d'un chemin en passant l'autre, il y a 50 mètres de différence et on va trouver d'autres variétés comme par exemple la méjane, etc. Et donc, si on part en théorie que si on monte, il fait plus frais, les variétés vont donner, mais comme c'est des variétés qui étaient adaptées à vivre par exemple à 500 mètres, mais à 500 mètres, elles ne vont plus avoir les mêmes conditions qu'avant. Donc, elles ne vont pas être bien. Donc, à ce moment-là, il faudrait peut-être transplanter, reporter les châtaignes qui vivaient bien à 350. Peut-être que maintenant, elles vont bien vivre à 500 mètres. Mais ça demanderait un plan de recherche et d'aide, pour le coup, de recherche de vergers expérimentaux, pardon, pour voir ce que ça pourrait donner, quoi. Comme moi, j'ai pu faire des expériences justement avec mes figuiers ou avec mes châtaigniers à l'époque où j'ai essayé de mettre des variétés qui étaient sur la salle à 40 km de chez moi et qui n'ont pas vécu, quoi. Euh, c'est, c'est- Et ça, c'est des expériences qu'on peut faire que sur une vingtaine d'années, quoi. Et si le climat continue, si le processus s'accentue, on va être rattrapé de vitesse par le processus. Donc là, c'est vraiment des études vraiment scientifiques qu'il faudrait pouvoir mener, quoi, avec l'aide d'agriculteurs. Et une fois de plus, aussi avec des aides. Mais malheureusement, vous savez très bien que les aides elles vont à la culture chimique. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme produit en plus pour maintenir leur production, hein, c'est ce qu'ils font. On sait bien que le budget de la recherche en bio, il est ridicule par rapport à ce qu'ils balancent encore sur le chimique. Ça devrait être le contraire, quoi. Mais bon, Mais comme ça. bah, c'est pour ça que enfin, voilà, c'est pour ça que les témoignages et le tien aujourd'hui de leviers d'action qui permettent voilà, d'expérimenter, de trouver des stratégies par rapport à ces défis de ravageurs et de climat sont intéressants et qu'on souhaite pouvoir les valoriser. Donc Michel, il est 14 heures et donc on arrive au terme du webinaire. Merci Annabelle, merci Michel pour vos interventions. Et le témoignage de Michel est disponible sur le site OSAE avec toute la description du système, des stratégies mises en œuvre, il y a des éléments chiffrés. On vous mettra aussi dans l'onglet ressources du site OSAE le webinaire qui est enregistré, le diaporama et la FAQ, c'est-à-dire les questions qui ont été posées, peut-être celles qu'on n'a pas vues ou on n'a pas forcément le temps de répondre à tout, avec des réponses. Donc voilà, tout ça sera disponible. Et on vous remercie à tous pour votre participation et votre intérêt. Bonne journée à tous.